Ligne droite. Le grand réveil. Et tout de suite, nous retrouvons donc notre invité, Régis de Castelnau, avocat et auteur du blog Vue de droite, auteur de Une justice politique. Merci beaucoup d'être parmi nous, Régis de Castelnau. Bonjour, je rectifie tout de suite une erreur. Allez-y. Mon blog, c'est Vue du droit. Vue du C'est-à-dire droit, mon lieu oui, pardon. d'énonciation, c'est le droit. Il existait, alors je ne me rappelle plus de son nom, il y a fort longtemps, quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait Vue de droite. Oui. Mais alors, voilà. Mais Je me votre rappelle. blog, c'est Vue du droit, Vue du pardonnez-moi. droit, oui, oui, c'est Vue du droit. C'est pas du tout une prise de position politique, c'est une Non, prise de non. position technique. Et c'est bien pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'arrestation donc du patron de la messagerie cryptée Telegram qui a été mis en examen à Paris ce mercredi. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Son arrestation pose donc un certain nombre de questions. Que lui reproche-t-on exactement? Sur quel fondement juridique a-t-il été arrêté? Quel risque pour la plateforme Telegram? Et puis est-ce qu'il faut voir un lien avec cette vague de censure opérée sur un autre réseau, Instagram? Et c'est avec vous que nous allons tenter d'y voir plus clair ce matin. Alors pour commencer, est-ce que vous rejoignez l'avis de ces personnes qui pensent que cette arrestation est abusive, Régis de Castelnau? Complètement. Sur le plan judiciaire, c'est-à-dire que on a fait jouer à la justice française, pour la première fois, on lui a fait jouer un sale boulot. On lui a fait faire une arrestation, lancer des procédures pour des enjeux qui sont des enjeux à la fois politiques et géostratégiques. Donc, ne serait-ce que pour ça, du fait de cette instrumentalisation de la justice, cette arrestation, cette mise en examen, ce contrôle judiciaire sont abusifs. Ça, c'est tout à fait évident. C'est une affaire d'État. C'est une affaire qui concerne euh, euh, toute la question de la liberté d'expression et de l'utilisation des réseaux. Je rappelle que le feuilleton Pavel Durov a commencé au moment même, c'était l'actualité qui se percutait, au moment même où Mark Zuckerberg était auditionné par le Congrès américain et reconnaissait que contrairement à ce qu'il avait prétendu, contrairement à ce que toute la presse française a prétendu à cette époque, c'est-à-dire en traitant de complotistes ceux qui le disaient, il a reconnu que son réseau avait censuré les partisans de Donald Trump au moment des élections. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il les avait faussés. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Il y avait à l'époque Twitter, dont le patron, dont je me rappelle plus du nom, Elon qui avait... Musk. Non, Elon Musk, c'est Avant le nouveau, c'est le ouais. nouveau. Ok, avant. Avant que ce soit vendu, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Mhm. qui était un pro-Biden, qui avait supprimé carrément le compte de Donald Trump à Oui. quelques jours du scrutin, alors qu'il avait 78 millions de followers, Ouais, comme on ouais, dit. ouais. Donc voilà, dans l'affaire Pavel Durov, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques forts, des enjeux internationaux. Parce que quand on voit les réactions au plan international, c'est assez impressionnant. D'abord, aux États-Unis, ça a fait un scandale. Dans le reste du monde, c'est la même chose. J'ai vu que, par exemple, les Émirats arabes unis, dont Pavel Durov est un des citoyens, puisque c'est une de ces quatre nationalités, eh bien, j'ai vu qu'ils protestaient avec vigueur et qu'on dit même qu'ils auraient suspendu des contrats extrêmement importants de 16 milliards d'euros avec les Français tant que cette affaire n'était pas réglée. Et je pense que c'est une des raisons qui a dû jouer pour la mise en liberté provisoire Mm. de Pavel Durov sous contrôle judiciaire. Parce qu'au départ, ils avaient très, très envie de l'embastiller. Ça, je crois que c'est clair. Ouais. Vous parlez d'enjeux politiques et géostratégiques. En fait, derrière tout ce que vous nous expliquez, on a l'impression que finalement, cette affaire, elle est plus politique que juridique. Et pourtant, on a entendu à l'instant dans le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner que Emmanuel Macron expliquait qu'il ne savait pas grand-chose finalement de cette affaire et qu'il n'avait aucun droit là-dessus. Est-ce que vous pensez que ces propos sont vrais, tout simplement? Se moque du monde, comme Mm. d'habitude et comme souvent. Hein. Il se moque du monde, ça n'est pas sérieux. Et je dirais même que ce serait complètement anormal qu'il ne s'informe pas et qu'il ne soit pas informé de cette affaire. Vous pensez bien que la décision d'arrêter
Monsieur Duroff à la descente de son avion. Ouais. Donc, il a fallu qu'elle soit prise très en amont. Il a fallu que son avion soit pisté. Il a fallu qu'il y ait des renseignements à ce sujet. Donc, ça y est, les récits complotistes commencent. Oui, il y a eu une agent du Mossad dans l'avion. Enfin, comme d'habitude, on va laisser le soufflet retomber. Mais il n'est pas possible qu'une affaire de cette importance, avec les impacts internationaux qu'on connaît, n'ait pas été portée à la connaissance du chef de l'État, n'ait pas été portée à la Ouais. connaissance du ministre démissionnaire, Dupond-Moretti, de ministre de la Justice. Non, tout ça n'est pas sérieux. Quand il dit ça ne me concerne pas, la justice est indépendante, c'est simplement une blague. Alors bon, je ne vais pas faire de publicité pour mon dernier bouquin qui s'appelle Une justice politique, dans le bouquin dans lequel j'ai essayé de démontrer à quel point l'appareil judiciaire français, la magistrature française était aujourd'hui au service d'une politique. Ils ne le sont pas parce qu'ils reçoivent des ordres, ils le sont parce qu'ils sont d'accord. Il faut quand même rappeler que ce sont eux qui ont fait élire Emmanuel Macron en 2017 en disqualifiant la candidature du favori, c'est-à-dire François Fillon, et en créant les conditions pour que l'élection d'Emmanuel Macron soit inévitable. Donc, c'est bien évidemment une affaire politique. Mais moi, je voudrais quand même dire quelque chose du judiciaire, parce que c'est assez important. Et naturellement, dans la presse, dans la couverture de cette affaire, on parle beaucoup de la dimension judiciaire, et c'est normal. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Pavel Durov? Mais justement, j'allais vous demander. Très bien, j'anticipe sur votre question. On lui reproche d'être le complice de toutes les horreurs qui peuvent se dérouler parce que les gens qui les commettent, c'est-à-dire les délinquants, les criminels, utilisent les moyens que leur donne ce réseau. Quand on voit, il y a eu un communiqué du procureur, lorsqu'on voit la litanie des chefs de poursuite qui sont devenus des chefs de mise en examen par le juge d'instruction. D'ailleurs, à cette occasion, je rappelle que cette affaire a été ouverte, c'est-à-dire information judiciaire ouverte. On a nommé plusieurs juges d'instruction d'ailleurs, compte tenu de son importance, c'est le mois de juillet. Donc, c'est tout récent. Bien. Donc, les chefs de mise en examen sont des chefs de complicité. Alors, de quoi il a été complice, ce brave homme? En mettant, lui reproche-t-on, son réseau au service des méchants, au service des criminels. Bien. Donc, complicité de pédophilie, de pédopornographie, complicité de trafic de drogue, complicité de je ne sais quoi encore. Ouais. C'est tout juste si on n'a pas mis complicité de non-respect des feux rouges. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans la mesure où vous êtes propriétaire et vous faites fonctionner un réseau par lequel les gens communiquent. Ils produisent des messages, ils produisent des vidéos, ils produisent tout un tas de choses. C'est devenu une espèce de média. Eh bien, on considère que tout ce qui peut se produire grâce à ce réseau fait que vous devenez complice. Alors, je vais prendre une comparaison qui va montrer le caractère absurde de cette incrimination. Si jamais vous avez un groupe de trafiquants de drogue qui fait un go fast. Vous savez ce que c'est le go fast? C'est-à-dire qu'on ramène du Maroc et d'Espagne en passant par les autoroutes avec des voitures très puissantes, on roule à fond et on ramène la drogue, le fameux go fast. Eh bien, on va poursuivre les propriétaires des autoroutes en disant, écoutez, voilà, vous êtes complices parce que pour faire ce trafic de drogue, ils utilisent vos autoroutes. De la même façon, on peut dire, Monsieur Niel, vous êtes propriétaire de réseaux de communication, de réseaux de téléphonie. Eh bien, on a constaté qu'il y avait des gangsters qui ont préparé un casse en communiquant entre eux par ce réseau. Donc, vous êtes complice. Ouais. Dans le principe, c'est ça. Dans le principe, c'est ça. Et le reproche, c'est qu'on lui fait, vous ne modérez pas comme vous devriez, c'est-à-dire vous ne surveillez pas comme vous devriez. Et je reviens à mon exemple d'autoroute. Eh bien, écoutez, monsieur le propriétaire de la société d'autoroute, vous devriez mettre des moyens de surveillance de la circulation sur vos autoroutes qui permettent d'identifier les gangsters qui font du trafic de drogue et immédiatement prévenir les forces de police. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et il y a un côté extrêmement artificiel dans cette procédure judiciaire. Alors, moi, je pense que M. Duroff, il y a toute une partie qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra un jour si
vos confrères investigateurs font leur boulot, un petit peu sur les rapports entre Pavel Durov et Emmanuel Macron, entre Pavel Durov et Vladimir Poutine et la Russie, Mm. Pavel Durov et les Émirats arabes unis, le rôle des États-Unis. Moi, je vois passer beaucoup de choses. Ma conviction, je vous la donne, hein, mais elle repose sur ma conviction, hein, Ouais. elle ne repose pas sur des éléments concrets. Ma conviction, c'est que ce sont les États-Unis qui ont demandé aux Français de faire ce boulot. Et ce qui est grave, c'est que la France a accepté, hein, de faire ce sale boulot. Parce que la France est acceptée, ça n'est pas une décision souveraine, c'est une décision faite à la demande de, certes, nos alliés, hein, mais être allié ne veut pas dire être soumis. Donc, je pense que ça s'est produit comme ça. L'enjeu final, au bout, il s'agit bien du contrôle de ces réseaux Ouais. qui gênent les États puissants, et d'ailleurs pas seulement du côté occidental. Hein. Pensez bien que les Russes et les Chinois sont également en train de regarder tout ça et de voir comment ça se passe. Et puis, il y a l'élection américaine avec le rôle désormais d'Elon Musk et de Twitter X, où il a passé une alliance tout à fait avérée avec euh, Donald Trump, et donc ça cause des remous très importants aux États-Unis. C'est devenu le soutien de X à Trump est devenu un des éléments forts. Donc, Pavel Durov a été la cible. Je dirais qu'il a été la cible, mais il est maintenant l'otage. Mais il y a d'autres cibles. Je pense que Elon Musk en est une. Mm. Je vais reparler de la justice et du politique. C'est deux domaines qui doivent être normalement très distincts. Emmanuel Macron lui-même le rappelait. Il disait que il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la justice, qui devait rester parfaitement indépendante. Aujourd'hui, vous, Régis de Castelnau, vous affirmez que en France, la justice est politique. Oui, elle est politique. Et alors, la particularité de ma position, elle repose d'abord sur un travail antérieur. Je vous ai parlé de mon bouquin, dont on a déjà parlé euh, sur vos ondes, une justice politique. Et le sous-titre, c'est des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Je pense que oui, la justice française, qui a été très longtemps historiquement soumise au pouvoir exécutif, s'est émancipée de celui-ci. C'est-à-dire qu'elle a conquis son indépendance. Or, l'indépendance n'est pas un objectif en soi. L'indépendance, c'est le moyen de l'impartialité. Vous avez le pouvoir exécutif qui est élu, donc légitime. Vous avez le pouvoir législatif qui est élu, donc légitime. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, qu'on appelle autorité judiciaire. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, sa seule légitimité, c'est son impartialité, le fait qu'il fait bien ce boulot-là. Mm. Donc, et qu'il arbitre entre des intérêts divergents. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que cette justice, ce corps de la magistrature s'est émancipé du pouvoir politique, non pas pour devenir vraiment impartial, mais au contraire, il utilise son indépendance pour sa partialité. Sa partialité, elle est complètement revendiquée, y compris par ses organisations syndicales. Vous avez le syndicat de la magistrature, mais l'Union syndicale des magistrats aussi, qui sont des organisations à caractère politique et qui revendiquent une idéologie politique, qui revendiquent une ligne politique. Et nous avons aujourd'hui cette particularité, c'est que cette justice veut imposer ses propres idées, ses propres valeurs, sa propre idéologie politique à la société. Mm. Je prends l'exemple, on parle beaucoup du laxisme, donc je ne veux pas tomber dans les excès d'un certain populisme qui existe, c'est vrai, mais il y a une vraie réalité. De ma pratique, je peux vous dire qu'il existe un laxisme en ce qui concerne certaines populations, hein, et on le voit tous les jours. Ouais. L'histoire de ce gendarme tué par quelqu'un qui avait déjà 7 ou 8 condamnations et qui n'en avait jamais exécuté aucune, elle est notoire. Hein. Donc, vous avez un corps de la magistrature qui va refuser de réprimer certaines parties de la population et qui, au contraire, va complètement en réprimer d'autres. On se rappelle des Gilets jaunes. J'en parle dans mon livre. Les Gilets jaunes, ils se sont fait judiciairement massacrer. Ouais. Massacrer. Hein, il y a eu des peines tout à fait considérables et il y a une vraie aversion, hein, de ce corps de la magistrature, une vraie aversion pour les couches populaires
Ouais. qui s'était soulevé. Moi, je me rappelle d'une réflexion, enfin, dans ces réquisitions d'un procureur, pour demander une condamnation d'une personne qui était poursuivie pour des infractions bénignes, et qui commençait ses réquisitions en disant plus le gilet est jaune, moins la matière est grise. Donc, un côté insultant, méprisant vis-à-vis de ces couches populaires. Ça relève d'une approche politique, tout à fait incontestablement. La magistrature et la justice française sont également un petit peu, si vous voulez, le cheval de Troie d'un certain gauchisme culturel et relaie un certain nombre de ces considérations-là. Donc, oui, c'est devenu un corps politique. Alors, dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, on a une connivence et une convergence avec Emmanuel Macron. C'est moins qu'on lui obéit, on l'a fait élire, mais qu'on est d'accord avec son orientation politique. Ouais. On est d'accord avec elle. On l'a fait élire, on le protège depuis. Il y a plein d'affaires, McKinsey, le fonds Marianne de l'affaire Paty, qui est un ignoble scandale, etc. La justice bétonne, verrouille. Ouais. Donc, et cette connivence avec le pouvoir exécutif et avec Emmanuel Macron vient à nouveau de s'exprimer dans l'affaire Pavel-Durov. Alors, il nous reste 2 minutes, Régis de Castelnau, rapidement. On a quand même compris que tous les chefs d'accusation paraissaient assez absurdes. Est-ce qu'à un moment donné, la justice française ne va quand même pas se heurter aux textes qui, eux, devraient pouvoir libérer libérer Pavel-Durov? Écoutez, oui, normalement oui. Mais vous savez, c'est un ensemble. Vous avez les procédures d'appel, après vous avez les procédures de cassation. Ouais. La Cour de cassation n'a pas été spécialement active dans la restauration d'un certain nombre de principes. Parfois, elle fait son boulot. Faut pas tout noircir. Mais là, cette affaire risque de se traiter plus politiquement et ensuite de terminer, excusez-moi, je prends une expression familière, en eau de boudin. Je ne pense pas que judiciairement, elle aille très très loin. D'abord, ça va être très long, parce que vous imaginez, ce sont des questions extraordinairement complexes, il va falloir des expertises. On y est encore dans plusieurs mois, sinon plusieurs années. Je pense que les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur Pavel-Durov seront au fur et à mesure des négociations politiques et économiques, je pense aux Émirats arabes unis et le marché des Rafales qui est suspendu, paraît-il, tout ça, ça va être levé, il va pouvoir reprendre sa liberté de mouvement et le moment venu, quand les questions politiques auront été traitées, je ne vais pas dire réglées, ça c'est une autre histoire, auront été traitées, cette affaire se terminera en eau de boudin, je reprends mon expression. Bon, écoutez, c'est ce qu'on lui souhaite et puis c'est ce qu'on souhaite aussi à tous les utilisateurs de Telegram et puis globalement à toutes les personnes qui s'inquiètent pour la liberté d'expression. Merci beaucoup Régis de Castelnau d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes avocat et auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup et à très bientôt.